Bonjour, je suis Aurélie Hustin de Gubernatis et je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir l'occasion de vous présenter mon roman qui s'appelle 2012 Les Gardiens du Temps, publié aux éditions Plomb. Certains ont eu l'occasion de me poser la question pourquoi 2012 ? Bien évidemment, c'est en relation avec ce que beaucoup de personnes ont probablement entendu parler, le calendrier Maya, et la fin, soi-disant, du monde qui est annoncée par certains qui s'en font des gorges chaudes en disant que l'humanité va disparaître et la Terre également. Alors moi, j'ai voulu faire un roman qui est à contre-pied de ces craintes et de ces peurs et de ces perspectives pour expliciter un peu plus la prophétie Maya qui annonce la fin d'un cycle de temps et qui est la fin d'un monde, mais non pas la fin du monde, puisque la fin d'un monde était tout simplement la fin d'une période de temps, d'un cycle, avec l'ouverture d'un autre cycle qui est annoncé pour 2012. À travers ce roman, j'ai eu envie également de parler de personnages qui sont à la fois proches et lointains, c'est-à-dire 13 personnes qui vont se rencontrer alors qu'ils n'avaient aucune raison de le faire. Ils sont tous de religions différentes, de caractères différents, de professions différentes. Ils vont avoir un peu l'obligation de se rencontrer pour respecter le souhait d'un ethnologue qui s'appelle Alberto Caprielli et qui voulait absolument réaliser l'antique prophétie Maya qui était de réunir en un seul lieu 13 crânes de cristal avant le fameux 21 décembre 2012. Et à travers ce roman, les personnages qui sont développés vont avoir l'occasion de se réunir et de réunir les 13 crânes de cristal que Alberto Caprielli a réussi à retrouver au bout de plusieurs années de recherche, ce qui était en soi un exploit puisque selon la légende maya, ils ont été dispersés depuis 500 ans à travers le monde pour pas qu'une personne puisse s'en emparer et détenir les pouvoirs fabuleux qu'ils sont censés contenir. Parmi les personnages que j'ai eu envie de mettre en lumière, on va pouvoir trouver Selma, une indienne cherokee, qui depuis sa plus tendre enfance est bercée par la tradition orale de contes et légendes au sein de sa tribu cherokee, et qui est persuadée effectivement que les crânes de cristal ont des pouvoirs très importants. Donc elle est particulièrement honorée d'avoir été choisie pour pouvoir représenter sa tribu et les tribus amérindiennes, pour pouvoir permettre à la terre et aux différentes nations d'évoluer à travers les crânes de cristal. Parmi d'autres personnages qui sont attachants, on retrouve Garance, qui est un brillant avocat d'affaires parisien, qui a eu l'occasion d'avoir déjà des mêlées avec les crânes de cristal et qu'il sait qu'il est plutôt conseillé d'aller dans le sens de certaines forces mystérieuses qu'il n'a pas eu l'occasion complètement de découvrir et de comprendre toutes les facettes. Un autre personnage qui est intéressant, c'est l'évêque, qui est évêque au Vatican et qui, pour pouvoir permettre la réalisation de la prophétie, a accepté de fournir à Alberto Caprielli, l'ethnologue, le crâne de cristal qui est détenu par le Vatican depuis 500 ans. On va se rendre compte qu'il a été mis dans une situation complètement indescriptible, c'est d'avoir à voler le crâne au Vatican, dans les caves du Vatican, puisque bien évidemment cette célèbre institution n'aurait absolument pas voulu prêter ce crâne pour réaliser une réunion qui, dans un premier temps, est une réunion purement scientifique pour étudier les facultés du cerveau qui peuvent être développées en fonction du potentiel du cristal, non pas forcément du crâne, mais du cristal qui détient, dit-on, des pouvoirs tout à fait spécifique. D'ailleurs, le cristal est une matière que l'on retrouve dans tous les objets de communication moderne, que ce soit la radio, le téléphone, la télévision, les ordinateurs, l'imagerie médicale, les sonars, donc une quantité incroyable aujourd'hui. C'est-à-dire que le cristal est une matière dont on ne pourrait pas se passer au jour d'aujourd'hui. Notre société est basée dessus. Donc ce qui est étonnant, c'est de voir la relation entre la légende qui indique que les crânes de cristal pourraient contenir une information, qui date de plusieurs centaines, voire milliers d'années, et la relation aujourd'hui avec le besoin de notre civilisation de communiquer et dans notre communication d'utiliser ce cristal. Donc ces crânes de cristal, que sont-ils ? Quels sont ces objets qui paraissent mystérieux puisque les conditions dans lesquelles ils ont été découverts restent énigmatiques ? Les crânes de cristal existent réellement. Ils auraient été découverts dans des pyramides mayas, mais pas dans le cadre de fouilles officielles. Donc il y a toute une discussion là-dessus, sur leur authenticité, leur datation.
dans la mesure où le cristal ne permet pas une datation au carbone 14. Donc il est impossible scientifiquement aujourd'hui de dire si ce sont des objets authentiques ou si ce sont des copies qui auraient été faites dans des cristalleries datant d'il y a un siècle par exemple. Parmi les autres personnages qui sont étonnants, on va retrouver une prostituée russe qui entre en possession de son crâne de façon tout à fait foudroyante, on va dire ça. Elle est la compagne du grand magnat du gaz en Russie. Et au cours d'une violente dispute, cette jeune femme ne trouve que l'opportunité de tuer cet homme qui lui provoque des sévices et donc elle va s'en échapper. Et à la fois le crâne de cristal va être son échappatoire, son mode de survie et à la fois ça va l'obliger à se cacher et à s'enfuir. Donc c'est à la fois une issue et l'objet qui lui a provoqué tant de difficultés. Et tous ces personnages vont se retrouver dans un huis clos. Et pour finir, on se demande si est-ce que ce sont les personnages qui ont choisi cette situation ou ce sont les crânes très énigmatiques qui sont allés jusqu'à contacter et obliger certains des personnages à avoir des comportements qu'ils n'auraient jamais eu en temps ordinaire. Donc là, voilà, c'est tout ce que je développe à travers ce roman. L'écriture est rentrée très tardivement dans ma vie, à peu près il y a 5 ans effectivement, de façon pratiquement aussi brutale que ce qui est arrivé à certains de mes personnages, un peu moins violente quand même, mais néanmoins troublante, puisque c'était au hasard des rencontres que j'ai pu faire en ma qualité de notaire. J'ai eu l'occasion d'être appelée au chevet d'un client qui était mourant et qui m'a demandé de faire son testament peu de temps avant de décéder. Et au cours d'une conversation tout à fait étrange qui s'est passée à ce moment-là, mais qui peut s'expliquer dans des circonstances tragiques, m'a remis un petit carnet de notes puisque cette personne n'avait pas d'héritier. Il savait qu'une histoire allait s'éteindre après lui, qu'il n'y avait plus personne pour faire quoi que ce soit. Ce petit carnet de notes racontait en fait toute sa vie de recherche sur les crânes de cristal. Il avait parcouru le monde, il avait recueilli quantité de témoignages, fait des petits dessins et ça retraçait toute sa vie. Et il m'a remis ce petit carnet de notes en me faisant promettre d'en faire quelque chose. À l'époque, j'étais particulièrement occupée par mon métier. J'ai bien évidemment dit oui parce que c'est impossible de refuser quoi que ce soit à un mourant, mais j'en pensais pas un mot. Et puis petit à petit, le temps passe, je mets ce carnet dans un tiroir de mon bureau et quelque part de façon tout à fait troublante, c'est devenu au bout de plusieurs années quelque chose qui s'est présenté dans mon esprit comme étant obligé. Et au début, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est juste un petit passage, une foucade, et ça va passer, mais malheureusement ou heureusement, ça n'est pas passé, c'est devenu de plus en plus pressant au point de pratiquement de devenir obsédant. Donc un jour, j'ai cédé, j'ai cédé, et je me suis dit, voilà, maintenant il faut que j'écrive quelque chose là-dessus. Et j'avais l'impression de remplir un peu la mission que l'on m'avait, peut-être un peu contre mon gré au départ, confiée. Voilà pourquoi peut-être au début de mon roman je mets un peu en scène des personnages qui sont parfois dépassés par les événements et on se demande parfois effectivement qui choisit. Je ne suis pas toujours sûre que ce soit la personne qui vous parle à l'instant qui est choisie. Si on me pose la question de à quoi servent les écrivains, je crois que c'est enchanter la vie, c'est faire rêver, c'est monter d'autres univers dans lesquels on va pouvoir se plonger, se délecter, changer de son quotidien, de ses soucis, parfois de retrouver d'autres situations et de se dire également que d'autres personnages ont parfois les mêmes soucis, mais c'est vrai que moi j'ai toujours tendance à avoir une conception de tout peut se résoudre et il suffit de vouloir avancer et de se trouver des solutions et j'ai toujours tendance à avoir le côté optimiste et positif des choses. Donc c'est vrai que mes histoires ne sont pas tristes d'une façon générale et je crois que je suis incapable de faire une fin qui soit triste. Je crois que c'est contraire à mon caractère. Donc effectivement 2012 c'est l'opposé de la fin du monde. J'espère que 2012, Les Gardiens du Temps vont vous permettre de passer un moment de lecture formidable, vont vous faire découvrir un autre univers, de nouvelles perspectives et probablement le fait que chaque personne est auteur et créateur de son futur, donc c'est à vous que je donne la parole. Faites-vous 2012 d'une merveilleuse façon, vous êtes tous des acteurs et je vous souhaite une excellente lecture. Au revoir, merci à vous.